étudie ce genre de choses, d'emblée, il faut bien se dire que nous avons affaire à une dictature. Que ce soit à l'époque soviétique ou juste à nos jours, la question des archives est toujours la difficulté numéro un, la difficulté d'accès à un certain nombre de documents qui font que ce ne sont jamais des sujets neutres. Cette mémoire est toujours conflictuelle, ce qui fait que assez souvent, vous n'arrivez pas à voir certaines choses et que nous, historiens, nous sommes obligés de travailler avec le dessus de l'iceberg et que nous devons essayer de trouver ce qui est en dessous de la surface. Et c'est loin d'être aisé, puisque je peux le dire sur un certain nombre d'ouvrages, assez souvent j'ai dû négocier carrément avec les représentants locaux du FSB, c'est-à-dire les services secrets d'espionnage russe, ne serait-ce que pour avoir l'autorisation de voir les documents. Je ne parle même pas de la question de la reproduction. Donc, ces sujets-là, ce sont des sujets glissants, sur lesquels l'historien doit toujours être extrêmement prudent. Et aussi, il faut toujours se dire que les documents écrits, surtout ceux de l'époque, voire même ceux qui sont encore publiés aujourd'hui, sont toujours faux. C'est toujours de la manipulation des données, toujours des trucages dans des réalités statistiques, matérielles, et toujours une reconstruction évidemment très orientée, idéologique de l'histoire. Donc quand on s'intéresse à ce type de sujet, il faut toujours se dire où ils mentent, où est la vérité. Et fondamentalement, dans le cas de la reconstruction de Kiev, c'est un sujet particulièrement emblématique où l'Union soviétique a particulièrement brillé par ses capacités néfastes, justement pour écraser la culture locale. Donc sur ces quelques mots, pour un peu vous présenter le contexte, je commence vraiment par introduire un peu par l'avant-guerre, pour une raison extrêmement simple, puisque tous les projets que je vais vous montrer, ce ne sont pas des projets qui sont littéralement sortis de la réalité matérielle de la guerre ou de l'après-guerre, ce sont aussi les héritages de ce qui s'est fait auparavant. Et là aussi, il faut revenir très rapidement sur l'histoire ukrainienne. Dans les années 1920, la République ukrainienne voit largement se développer sa culture nationale, que ce soit en littérature ou en musique. Il y a vraiment la volonté de développer une culture ukrainienne soviétisée, communiste, mais il y a une certaine liberté au niveau linguistique qui font que les auteurs ukrainiens peuvent s'exprimer dans leur langue natale. Ce n'est plus du tout le cas à partir du début des années 1930, où déjà le régime stalinien commence à éliminer l'effervescence culturelle locale avec des arguments type déviation nationaliste ou extrémisme de gauche, etc. Ce sont les habituels fariboles de la propagande soviétique. Toujours est-il que dès le début des années 1930, cette effervescence des années 1930 est mise sous l'étouffoir. Alors, entre deux, évidemment, il y a la famine de l'Holodomor, donc provoquée par Staline, qui, a priori, aurait fait au moins 3 millions de morts. Même les historiens ukrainiens d'aujourd'hui ne sont pas d'accord sur les chiffres, mais 3 millions de morts, ça serait l'estimation médiane. Donc vous imaginez, c'est déjà gigantesque. C'est à peu près la moitié de l'Holocauste pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est évidemment un fait historique brutal et qui laisse un traumatisme de longue date, qui montre déjà que le fait qu'il y ait eu confiscation des récoltes dans les années 1930 fait que Staline se méfie de l'Ukraine et trouve tous les moyens, littéralement, de lui plonger la tête sous l'eau. Autre chose, dans les années 1930, celui qui est à la tête de la République soviétique d'Ukraine, c'est Nikita Khrouchtchev, et qui, en l'occurrence, utilise sa position pour essayer de développer la République, mais en même temps se méfiant de la paranoïa déjà particulièrement développée de Staline, c'est-à-dire qu'un certain nombre de projets sont mis en œuvre ou sont présentés, mais ne seront jamais réalisés.
Et c'est le cas de ce projet où il n'y a qu'un seul édifice qui est réalisé, c'est l'édifice de gauche, mais je vous le montrerai plus tard. Toujours est-il que là, vous avez un projet qui est réalisé par un architecte qui est formé donc à Leningrad, l'ancienne Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas un architecte ukrainien, et c'est pour cela déjà que je le précise d'emblée. C'est un architecte qui sera essentiellement actif à Minsk, donc la capitale de la proche Biélorussie, où il construit entre autres la Maison des Soviets, l'Académie des sciences, et la Maison des officiers de l'armée rouge. Donc un certain nombre de commandes à grande échelle et qui sont toutes globalement dans une logique, je dirais, à mi-chemin entre le constructivisme, c'est-à-dire la modernité des années 1920, et le début du néoclassicisme stalinien, c'est-à-dire retour en marche arrière au niveau esthétique, pour une raison extrêmement simple, et ça, il faut l'expliquer en très peu de mots. La culture stalinienne considère que, fondamentalement, l'Union soviétique sera l'aboutissement de l'histoire. Et pour cela, on reprend l'idée de Marx, comme quoi le communisme sera l'aboutissement de l'histoire, et donc qu'une culture communiste se doit d'être synthétique, se doit de reprendre tous les éléments de l'histoire mondiale qui ont préexisté. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec des projets totalement surréalistes où vous avez des architectes soviétiques qui vont s'inspirer par exemple des pyramides mayas du Mexique. Fondamentalement aucun rapport avec la culture russe, mais l'idée de base, elle est très simple. Le communisme est l'aboutissement de l'histoire, donc nous devons créer des monuments qui synthétisent toute l'histoire du monde. Et c'est ce qu'ils vont appliquer, entre autres, en Ukraine. Et là, on a quelque chose où vous voyez, avec cet escalier colossal, des jardins à parterre qui s'inspirent assez largement des jardins à parterre de la France du XVIIe siècle. Donc un modèle monarchique, celle de la France de Louis XIV. Mais vous allez voir, on en reparlera plus tard. Le même Landbard envisage ce type de projet donc pour le centre de la ville. Et vous voyez que l'échelle des bâtiments est environ 3 fois la taille des immeubles haussmanniens de Paris. Donc l'objectif, c'est littéralement de créer une capitale à très grande échelle, donc des bâtiments qui montrent la puissance de l'Union soviétique. Et vous voyez que les formes restent encore globalement classiques, mais quand même avec une relative abstraction formelle qui montre bien qu'on est un peu dans une culture de transition. Et cela se souligne dans un édifice stratégique à beaucoup de points de vue, donc le ministère des Affaires étrangères de la République ukrainienne, et qui a conservé sa même fonction jusqu'à nos jours. Et là, c'est certainement un des édifices qui sera visé par les forces poutinistes, puisque c'est un symbole de la culture ukrainienne. C'est un symbole donc, de l'indépendance du pays. Donc, hélas, cet édifice sera certainement visé s'il n'a pas déjà été. Et en tout cas, je montre d'abord ce dessin en haut, donc cet écorché axonométrique qui est assez brillant du point de vue graphique et qui est surtout assez intéressant pour vous faire comprendre quel est le type de construction, puisque vous voyez en particulier les plaques de béton des planchers ou des éléments dans des parois pour les ailes latérales. Là, c'est un édifice qui est extrêmement ambigu, puisque l'idée est de réaliser un bâtiment en plaques de béton préfabriquées, donc en usine, qui sont ensuite assemblées sur place. Et c'est là toute l'ambiguïté de la culture stalinienne, c'est-à-dire que d'un côté, c'est l'aboutissement de l'histoire, avec, vous voyez, ces façades qui sont dans une logique un peu néo-renaissance et avec des éléments un peu baroques, avec ces façades incurvées, donc quelque chose qui finalement vraiment lié à la culture européenne de la Renaissance au baroque, mais technologiquement, c'est un bâtiment qui est vraiment conçu avec les moyens technologiques du XXe siècle. Et les architectes de cette période seront toujours dans cet entre-deux, entre d'un côté la logique assimilationniste où il faut créer une culture synthétique et de l'autre la volonté de conserver des solutions technologiques qui soient adaptées à l'industrialisation du pays.
Donc c'est une position inconfortable et pour laquelle ils seront assez brillants, comme vous allez le voir. Donc, autre DER, évidemment, l'occupation de Kiev se fait assez rapidement par les forces d'agression nazies d'Hitler. Les combats sont particulièrement violents, mais très inégaux pour plusieurs raisons. Tout à l'heure, je vous parlais de la paranoïa de Staline et il faut dire autre chose. Parmi les nombreux crimes du régime, ce sont donc les purges staliniennes du milieu des années 1930 qui ont visé en premier lieu l'armée rouge, où vous avez environ les 3/4 des généraux qui ont fini, dans le meilleur des cas, disons au goulag, ou dans le pire des cas, la balle dans la nuque après un procès expéditif d'une heure ou deux. C'est ça la réalité du régime stalinien. Et la paranoïa de Staline a des conséquences particulièrement violentes, puisque lorsque les nazis attaquent en 1941, assez souvent vous avez des officiers qui, quelques semaines auparavant, n'étaient que lieutenant-colonel et qui se retrouvent à la tête d'armées gigantesques pour lesquelles ils n'ont aucune expérience ni stratégique, ni tactique, ni les connaissances logistiques nécessaires. Donc pour les forces nazies, l'attaque de l'Union soviétique au début se fait de manière relativement facile, puisqu'en face, ils n'ont plus les capacités militaires nécessaires, mais c'est à Kiev qu'a lieu le premier sursaut de l'armée rouge, pour une raison extrêmement simple. Les officiers qui sont sur place savent très bien que s'ils sont faits prisonniers, pour eux, il y a des chances que ce soit l'exécution aussi directe, puisque les nazis en général exécutent les officiers supérieurs, ou encore ils s'en servent d'eux comme espèce d'otages pour manipuler via la propagande. Et s'ils arrivent, je dirais, à se replier, c'est-à-dire à sauvegarder leur armée, à Moscou, eux aussi, ils risquent à nouveau d'être dégradés. Et on a le cas assez fréquent où des généraux se retrouvent simples lieutenants-colonels pour finalement n'avoir réussi que l'évacuation, mais n'avoir pas réussi de succès militaire. Donc à Kiev, vous avez des généraux qui résistent pendant plus longtemps que d'habitude. Je prends juste une comparaison. Minsk est prise je dirais, en une semaine, en juillet 1941. Kiev, les combats durent plus de 3 semaines. Donc cela n'a rien à voir. Et certes, il y a la topographie de Kiev qui est plus heurtée, qui a un peu facilité le travail aux soviétiques, mais toujours est-il que c'est beaucoup plus loin sur le territoire, la résistance a été beaucoup plus efficace malgré les manques militaires. L'occupation, justement, sera relativement brève, puisque Kiev est libérée en novembre 1943, donc là encore avec un certain nombre de tragédies entre deux, puisque même si les nazis ont eu un certain nombre de mal avec, évidemment, l'Ukraine, il y a eu aussi des forces de collaboration assez marquées. Une collaboration qui est née justement de l'étouffement de la volonté d'identité nationale de l'Ukraine. Cette collaboration s'est aussi faite parce que Staline avait tout fait pour écraser le développement national de l'Ukraine. Et c'est exactement le genre de choses qu'aujourd'hui les sbires de Poutine dans la propagande utilisent en considérant que vous avez toujours eu des nazis à Kiev. Toujours. Bon, c'est une collaboration qui est assez faible numériquement, mais qui malheureusement a eu des effets réels, entre autres la participation des supplétifs ukrainiens à l'Holocauste, et en particulier le massacre de Babi Yar. Donc massacre particulièrement efficace, malheureusement, et où en l'occurrence les SS se sont fait aider de forces locales ukrainiennes. Ce qui fait qu'en novembre 1943, la libération se fait dans des conditions pour le moins ambiguës, là encore, et se pose assez vite la question de que faire pour la reconstruction, que faire pour aussi effacer la tâche pour le moins embarrassante de l'occupation et de la collaboration. Et pour cela, l'Union soviétique, le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ne sont pas prêtes pour une reconstruction de grande ampleur,
puisque, juste pour rappel, la capitulation des armées allemandes à Stalingrad, c'est les premiers jours de février 1943. Donc vous voyez, Stalingrad, c'est la Russie centrale, Kiev, c'est l'Ukraine. Entre deux, ils avaient quand même une bonne partie de l'Union soviétique. Donc il y a eu à peu près un peu moins d'une année de combat, mais où fondamentalement l'armée rouge a pu littéralement renverser la vapeur. Mais les choses sont vraiment ambiguës au niveau de la reconstruction, puisque la première reconstruction qui est décidée, c'est donc mi-février 1943, donc à peine 2 semaines après la libération de la ville, vous avez le début de l'organisation d'un concours pour reconstruire Stalingrad. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez pas de structure centrale à Moscou pour contrôler la gestion de ce concours. Vous avez un programme qui est extrêmement souple, où vous n'avez pas vraiment de directive vraiment spécifique pour ce à quoi doit ressembler Stalingrad, qui, pour rappel, donc, porte le nom du dictateur, et c'est aussi pour ça que la résistance a été particulièrement efficace et que la ville n'est pas tombée aussi d'un point de vue symbolique. C'était important aux yeux du régime. C'est une victoire cruciale pour l'Union soviétique et les architectes profitent de la liberté du concours de Stalingrad pour littéralement proposer des projets qui ne sont pas contrôlés par Moscou. Et aussi pour la communauté architecturale, c'est un espace de respiration, un souffle nouveau qui est dû aussi au fait que le pouvoir a évidemment d'autres priorités, c'est-à-dire la conduite de la guerre. Et donc les architectes profitent de cette liberté inédite pour rattraper le retard des 4 à 5 années précédentes où les purges staliniennes ont abouti à la quasi-disparition des commandes, puisque les administrations ayant toutes été décapitées par les purges staliniennes, les commandes architecturales ont été automatiquement mises sous le sommeil. Donc les architectes sont traumatisés par les purges staliniennes, même s'il y a eu très peu d'arrestations, 1 ou 2 exécutions à peine, une dizaine de cas d'envoi au goulag, donc très peu, la communauté architecturale a été peu touchée, mais l'élimination des commandes a été un choc pour la communauté architecturale, ce qui fait que la reconstruction de ce genre de ville va être stratégique aussi pour les architectes. Et en l'occurrence, je commence par celui-ci, qui est intéressant à plus d'un titre. D'abord, c'est le premier secrétaire de l'Union des architectes soviétiques, c'est-à-dire celui qui est au sommet de la pyramide des administrations soviétiques pour l'architecture. C'est le conseiller spécial de Staline pour l'architecture. Donc il a une position puissante et c'est l'homme qui gagne le concours de Stalingrad uniquement du fait de sa position officielle. Pas à cause de son talent, pas à cause de ses capacités organisationnelles, il gagne le concours uniquement parce qu'il est au sommet de la pyramide. Et ce qui est assez intéressant pour Kiev, c'est que fondamentalement, il propose un projet où il reprend énormément d'éléments de son projet de Stalingrad. Là où vous avez un architecte qui travaille sur l'une des villes les plus symboliques de l'Union soviétique et qui participe à ce concours, donc pour Kiev, qui est fondamentalement la 2e grande capitale de République après Moscou, donc la capitale de la République de Russie. Et là, en l'occurrence, Alabian propose quelque chose où vous avez cette espèce de campanile très néo-baroque, avec cette très haute flèche. Et là, on a quelque chose qui, pour une fois, s'inspire de l'architecture baroque ukrainienne du XVIIe et du XVIIIe siècle. Là, c'est littéralement la volonté de créer une architecture assez synthétique, mais qui reprend quand même quelques éléments de la culture locale pour bien montrer qu'on est à Kiev et non pas à Stalingrad ou à Novgorod ou autre. Et vous avez aussi un urbanisme qui est volontiers un urbanisme de mise en scène, de scénographie urbaine, avec ce genre de place donc, qui se finit en hémicycle et avec des porches colossaux qui mènent vers une succession de places ou d'avenues. Là, je vous montre deux vues des maquettes du projet pour avoir un peu une idée globale de comment ça s'organise spatialement.
En bas, vous avez donc cette espèce d'arc de triomphe colossal qui est censé incarner la victoire de l'Union soviétique. Et cette grande avenue de parade est tout en haut le campanile qui domine donc l'esplanade latérale. Bon, là, en l'occurrence, c'est un dispositif qui s'inspire assez largement de la place de Saint-Marc à Venise. Donc, du point de vue spatial, c'est ça la source, mais pour le reste, l'expression formelle est plutôt baroque et on le voit très bien dans cette petite aquarelle avec ces gigantesques porches qui conduisent vers le tissu urbain derrière, qui est, soit dit en passant, le tissu urbain préservé de la ville, c'est-à-dire ce qui n'a pas été détruit, puisque là aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que malgré les combats particulièrement violents, malgré aussi le fait que lors de la retraite, le NKVD, donc les services spéciaux soviétiques, ont miné un certain nombre d'édifices, et donc ça a explosé au moment où les Allemands occupaient la ville. C'est essentiellement la section centrale de la ville qui a été abîmée. Donc, en l'occurrence, Kiev, c'est une reconstruction, je dirais, à titre partiel. On n'est pas dans le même cas du tout que, par exemple, Varsovie, qui est détruite à 90% en 1944. Stalingrad, c'est pareil, la destruction, c'est entre 90 et 95% du centre-ville. Donc, fondamentalement, il ne reste plus rien. La destruction de Kiev, c'est environ 20 à 30% de la ville. Là encore, les chiffres sont absolument pas fiables. Fondamentalement, on n'a pas de données vraiment exploitables. C'est pour ça que je suis un peu prudent de ce point de vue-là. Toujours est-il que Alabyan profite de sa position stratégique dans les instances pour participer à ce concours. Et justement, il dessine également ce genre de projet qui est certes un arc de triomphe à l'antique, mais pour une fois, nous n'avons pas un arc de triomphe vraiment archéologisant dans les formes. On n'est pas dans la copie littérale des arcs de triomphe de l'Antiquité romaine. Là, on est dans une silhouette pyramidale, aussi avec un arc elliptique qui montre bien que là, on a un architecte qui s'est formé dans les années 1920, donc suivant la modernité constructiviste soviétique, et qui ensuite s'est adapté à la culture stalinienne en historicisant sa pratique esthétique. Et là, il y a aussi un autre élément qui est intéressant. Vous voyez l'alternance entre les éléments de pierre qui restent blanches et les éléments qui sont soit enduits, soit en briques et qui, eux, sont rouges. Donc là, c'est des éléments qui sont repris de l'architecture baroque d'Europe centrale ou d'Ukraine au XVIIe, XVIIIe siècle, où on joue beaucoup sur la polychromie, le contraste entre les différents matériaux ou les différents types d'enduits. Donc là, c'est quand même une citation qui est, je dirais, vaguement ukrainienne. Soit dit en passant, là encore, la guerre n'est pas terminée, il reste encore à peu près un an de combat. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que les projets sont quand même relativement rapides. Comme je vous le disais, Stalingrad, le concours organisé 2 semaines après la libération de la ville. Dans le cas de Kiev, le concours est organisé environ 1 mois après la libération. Donc là encore, c'est quand même relativement rapide. Je vous montre aussi ce projet aussi, qui est important à beaucoup de points de vue. Goltz, c'est un architecte qui, lui, est né comme Alabyan fin 19e siècle, début 20e siècle, donc il est encore relativement jeune, qui lui aussi s'est formé dans la modernité constructiviste. Lui aussi stalinise son architecture dans les années 1930. Et en l'occurrence, il fait partie de ceux qui citent le plus des références européennes dans ses travaux. Et en particulier à gauche, cette espèce de gigantesque jardin escalier colossal au-dessus du Dniepr, où vous avez littéralement dans des citations des jardins classiques formels à la française. Et en l'occurrence, justement, la volonté aussi de citer les parcs à la française, donc de l'absolutisme française, est légitime d'un point de vue idéologique, puisque, je rappelle, l'aboutissement de l'histoire, c'est là l'argument. Et en même temps, cela permet de reconstituer une espèce de légitimité, de filiation par rapport à la Russie ancienne du XVIIe, XVIIIe siècle, où vous avez déjà ce type de parc. Donc Goltz le met en place. Mais par contre, dans son architecture, les citations sont à la fois italiennes et ukrainiennes. Donc, comme à Alabyan, vous avez cette espèce de gigantesque campanile qui sert de symbole municipal. Donc, pensez aux beffrois médiévaux, que ce soit en France ou en Italie, où le beffroi, c'est le symbole des libertés municipales.
Vous avez aussi ce type de tour en Europe centrale, en particulier en Pologne et en Ukraine, au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc c'est une filiation historique. Et là, en l'occurrence, on est à nouveau dans une logique citation du campanile de Saint-Marc à Venise, mais notez le couronnement qui, lui, est beaucoup plus ouvertement baroque et qui s'inspire en particulier des bulbes des églises ukrainiennes du XVIIe siècle. Là, la citation est particulièrement nette, mais par contre, le bâtiment municipal par derrière, lui, s'inspire beaucoup plus nettement, quasiment à décalque, des palais italiens du XVIe siècle, et je pense en particulier à Caprarola de Vignole, avec son pentagonal, ou aux villas du nord de l'Italie, entre autres celle de Palladio, près de Venise. Là, en l'occurrence, c'est vraiment une citation quasiment littérale, mais dont l'objectif est de montrer que l'Ukraine soviétique est dans la continuité de l'Europe. Autre détail qui est important à souligner, Dölzsch est ethniquement un Allemand de la Volga, c'est-à-dire une population qui est installée en Russie depuis au moins le XVIIe siècle et qui, pendant la guerre, a été déportée en Asie centrale à cause du fait que leurs origines faisaient que le régime considérait qu'ils étaient potentiellement non loyaux à l'Union soviétique, ils pouvaient potentiellement être une cinquième colonne. Et en l'occurrence, Dölzsch a fait partie de ceux qui ont été certes en Asie centrale, mais pas en tant que prisonniers, mais littéralement en tant que personnalité évacuée à cause de ses capacités techniques. Dölzsch n'a pas vu sa carrière pour autant handicapée par ses origines, je dirais, lointaines, puisque sa famille est installée en Russie depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais son nom est clairement germanique, comme vous pouvez le voir. Et là, vous avez quelque chose qui est littéralement de la citation, cette fois-ci, des bâtiments derrière le Forum de César, à Rome, où vous avez ces substructures basses qui sont réalisées essentiellement en briques, avec des formes abstraites, très sobres, qui s'inspirent vraiment des bâtiments les plus fonctionnels de l'Antiquité romaine. Et au-dessus, vous avez ce bâtiment qui est à mi-chemin entre le temple à la romaine et la villa palladienne. Donc vraiment un collage de sources qui est assez étonnant, qui montre à quel point l'architecture stalinienne est vraiment une architecture qu'on pourrait qualifier de réactionnaire si on est méchant, et dans le meilleur des cas de rétrospective, c'est-à-dire vraiment de regarder en arrière, tout ça pour confisquer la légitimité historique de ces sources et les mettre au service de l'Union soviétique. Et c'est particulièrement le cas avec cet architecte qui sera vraiment important pour nous, puisque c'est lui le lauréat de ce concours donc, de 1944. Et là, vous voyez un projet pour le moins fantasmagorique, il faut bien le dire, puisque là, on est dans une architecture qui est quand même au bord de la folie mégalomane. Notez en particulier en haut à gauche la tour circulaire qui est censée servir de de panthéon des héros. Hop, est-ce que ça marche avec le stylet? Non, mais bon, peu importe, je ne vais pas l'utiliser. À droite du Panthéon, vous avez cette espèce de mini gratte-ciel qui deviendra ensuite l'hôtel ukrainien. Et au milieu, vous avez aussi un campanile et une espèce de rotonde qui est censée servir de palais de l'Assemblée du peuple. Et au milieu, des jardins aussi à la française. Alors Vlasov, il faut dire aussi quelques mots. Il est né en 1900. Origine très modeste, il est d'une famille de bûcherons d'une toute petite commune de Salpeille, Bolshaya Kosha, donc en russe ça veut dire le grand chat. Donc vraiment origine très 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 modeste, vraiment une bourdade au milieu des forêts. Et il fait partie de ceux qui, dans les années 1920, construisent leur carrière en mettant largement en avant leurs origines très 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 modestes. Au contraire de gens comme Dölzsch qui sont issus de familles de la bonne bourgeoisie et donc potentiellement entre guillemets des ennemis du peuple. En l'occurrence, Vlasov vraiment construit les débuts de sa carrière en mettant en avant le fait qu'il soit des origines vraiment paysannes, pour que ces origines lui permettent de grimper dans la hiérarchie de l'administration soviétique. Je souligne aussi ces origines pour une raison extrêmement simple.
même s'il les instrumentalise pour servir sa carrière, Vlasov souffrira toute sa vie d'un complexe d'infériorité par rapport à ses professeurs qui sont tous des architectes formés avant la Révolution, qui ont déjà eu aussi une belle carrière avant 1917 et qui ont une grande culture classique. Vlasov, lui, n'a pas cette culture classique. C'est limite s'il n'est pas analphabète lorsqu'il entre à l'école d'architecture de Moscou dans les années 1920. Donc il suffira toute sa vie d'un complexe d'infériorité culturelle, ce qui fait qu'il essaiera toujours de combler les lacunes de sa formation en dévorant le plus possible les sources historiques et en se montrant d'une certaine manière, pour prendre une expression un peu imagée, plus royaliste que le roi. Et en l'occurrence, il se montrera plus stalinien que Staline lui-même. Il y aura toujours chez lui une volonté un peu d'en faire trop, pour prouver sa loyauté envers le régime et sa capacité à s'adapter aux attentes du pouvoir. Donc ça donne ce genre d'architecture, et c'est aussi ce qui fait que cet esprit un peu courtisan, il faut bien le dire, lui permettra de tenir un certain nombre de responsabilités. Et là, en l'occurrence, vous allez voir quelque chose d'extrêmement étrange dans les résultats donc, de l'activité de Vlasov. Vlasov, à la base, n'a absolument aucun lien avec l'Ukraine, mais justement, son côté un peu courtisan, je dirais, volonté de construire sa carrière en flattant un peu le pouvoir, fait qu'il est aussi remarqué par Nikita Khrouchtchev lors des travaux pour la construction du métro de Moscou, donc, qui commence en 1935, ce qui fait que Vlasov devient l'un des protégés de Khrouchtchev, et c'est aussi ce qui fait qu'il devient donc, le lauréat de son concours alors qu'il ne connaît pas Kiev. Il n'a aucune expérience de la ville, et il ne parle même pas l'ukrainien, il parle finalement aussi très mal le russe, comme je vous le disais, il était à moitié analphabète lorsqu'il a commencé ses études. Ce qui fait que Vlasov, fondamentalement, est parachuté en Ukraine parce qu'il a été remarqué par le pouvoir et aussi parce que ces lacunes culturelles font qu'il s'intéresse beaucoup aussi à l'actualité architecturale en dehors de l'Union soviétique. Et en particulier, il voyagera aux États-Unis, mais j'en parlerai après. Toujours est-il que je montre une comparaison entre ces deux dessins pour exactement le même site. En bas, c'est la version de 1944. Vous voyez que les formes sont assez grasses, assez lourdes, et le gratte-ciel central est pas particulièrement satisfaisant au niveau de sa volumétrie, avec vraiment le côté accumulation des étages, qui fait que malgré la hauteur de l'édifice, on a plutôt l'impression d'une pyramide assez lourdaude, il faut bien le dire. Vlasov en a bien conscience, et la version de 1949, qui est la version presque définitive, en haut, est beaucoup moins lourde, beaucoup plus équilibrée au niveau formellement et à retravailler la volumétrie. Je montre aussi cette deuxième version pour une raison très simple. 1949, c'est l'année où Vlasov est nommé architecte en chef de Moscou et en même temps de Kiev. Alors c'est un cas unique dans l'histoire de l'architecture soviétique. Vous avez un architecte qui est architecte en chef de deux capitales stratégiques pour l'Union. Vlasov ne construit pas lui-même à Moscou, mais il supervise le travail de tous les autres architectes. Et c'est ce qu'il fera aussi à Kiev, où littéralement la ville est réalisée par ses assistants qui sont tous ukrainiens, mais avec une dépendance totale envers les projets que Vlasov affine à Moscou même. Il n'est pas sur le terrain, c'est-à-dire que tous les projets sont littéralement conçus depuis Moscou. Ça aussi, c'est une autre manière d'étouffer la culture ukrainienne, c'est d'avoir un homme qui contrôle tout depuis Moscou, qui n'a aucun lien avec le milieu local et qui choisit pour assistants des architectes qui sont particulièrement jeunes, qui n'ont aucune expérience constructive. Ils sont tous formés au milieu des années 1930 et ils ont eu le temps de quasiment rien construire. Alors que Vlasov, lui, a déjà une dizaine d'années d'activité. Ça aussi, c'est un autre moyen d'étouffer la culture ukrainienne. L'autre moyen, c'est de laisser qu'un rôle de figuration aux architectes locaux. Ils participent au concours, le premier, mais ils sont là uniquement pour prétexte. C'est-à-dire qu'on les fait participer, mais il n'est absolument pas question qu'ils remportent le concours. C'est juste de la figuration.
Et en l'occurrence, Tatsi, il est aussi intéressant parce qu'il réalise le pavillon de l'Ukraine au parc d'exposition des réalisations agricoles à Moscou. Un bâtiment qu'il est obligé de démolir lui-même en 1938 sur accusation de sabotage, c'est-à-dire que l'architecte en chef a été accusé d'avoir saboté la construction, d'être un trotskiste dissimulé, et il a été envoyé en Sibérie. Tous les autres architectes qui ont continué à participer au projet ont été sommés de détruire leur propre bâtiment et de le reconstruire en faisant leur autocritique au passage. Donc ça donne bien la donnée du milieu. Donc Tatsi, il a construit à Moscou, mais dans des conditions pour le moins un peu scabreuses. Et en l'occurrence, il fait partie de ceux qui sont mis en avant par le régime uniquement pour dire, vous voyez, comme nous respectons la communauté architecturale ukrainienne. Là, je vais être vulgaire, je vais dire mon œil. Fondamentalement, c'est ça. Et les gens là-bas, on en a parfaitement conscience, ils savent très bien qu'ils font de la figuration. Ils ont appris à connaître le régime. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est cette grande place circulaire avec ses arcades qui, elles, globalement, s'inspirent de l'Arche de l'Amirauté à Saint-Pétersbourg. Donc là encore du néoclassicisme russe, je précise, ce n'est pas une source ukrainienne. Ça aussi, c'est révélateur. Tatsi a essayé de contourner la difficulté du concours en citant uniquement des sources russes, puisqu'il a bien compris les coulisses. Et au-dessus, vous avez cette espèce de bâtiment vaguement pyramidal qui s'inspire beaucoup des projets de Vlasov pour Moscou à la fin des années 1930. Vous voyez, tout un tas de stratégies pour essayer de contourner le double jeu du pouvoir. En vain, évidemment. Et le cas le plus violent, c'est celui-ci. Donc, Zabolotny, lui, est un architecte également ukrainien, avec une petite expérience constructive, mais pas considérable. Et lui, en l'occurrence, il va devoir abandonner le concours, puisque dans la presse paraissent des articles où il est littéralement accusé de nationalisme ukrainien. En 1937, c'est le genre d'accusation qui aurait fini par une balle dans la nuque. En 1944, le contexte a changé, donc on est encore en pleine guerre, on respecte un tout petit peu plus les professionnels, puisque si on tue tous les architectes de qualité, après comment on fait pour reconstruire? C'est une évidence. Même un régime aussi paranoïaque, aussi délirant que celui de Staline, en a parfaitement conscience. Zabolotny comprend très bien la leçon, il se retire du concours, de lui-même. Parce qu'il sent très bien que ce genre d'article, ce n'est qu'en général que la première salve d'une campagne de diffamation qui peut très bien mal finir. Mais tout de même, regardons bien son projet. Il est peut-être un peu plus modeste dans sa forme. Il est moins grandiloquent. Certes, vous avez un arc de triomphe, vous avez à nouveau une espèce de campanile type beffroi, mais les bâtiments sont moins monumentaux, ils sont un peu plus sombres dans leur forme, et notez aussi le goût pour la polychromie, où là, vous avez vraiment quelque chose qui s'inspire du baroque ukrainien. Donc les enduits rouges, les enduits bleus, et la pierre qui est laissée à l'état pur, pour jouer vraiment d'un contraste chromatique. Donc ça, c'est vraiment des citations de la culture ukrainienne, et c'est exactement le genre de choses qui a fait que Zabolotny a vu sa carrière brisée en plein. Autre peinture, puisqu'en fait, ce sont des gouaches, en l'occurrence. Ce sont des très 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 beaux dessins qui sont conservés dans le musée de Zabolotny, qui est dans la banlieue de Kiev. Donc j'espère qu'ils ont réussi à évacuer les collections avant les bombardements de la banlieue, puisque là, on n'a aucun élément. J'ai contacté un collègue ukrainien qui a travaillé sur ces choses-là, et malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Donc ça, ce sont des choses où vraiment on a un patrimoine qui est en danger, il faut bien le dire. Et vous voyez que ce sont quand même des peintures qui sont très 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 belles. Et là, j'insisterai juste sur le bâtiment du fond, qui est donc un bâtiment administratif avec une silhouette donc un peu pyramidale et qui s'inspire justement des pignons des églises baroques ukrainiennes du XVIIe siècle. Là, on a vraiment un édifice qui est volontiers ukrainophile. Entre deux, à l'arrière, vous voyez la tour des monastères de la Laure de Kiev, qui ont été en partie dynamités par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et qui seront reconstruits après la guerre, à l'identique, pour des raisons avant tout patriotiques.
et aussi pour le côté montrer que les nazis n'ont pas réussi à oblitérer Kiev comme ils ont pu le faire pour Varsovie. Et d'ailleurs, les Polonais auront le même réflexe, reconstruire leur monument historique pour diviser patriotique. Là, c'est une concession qui a été faite par le pouvoir, mais attention, une concession dans la seconde moitié des années 1950, c'est-à-dire après la mort de Staline. J'insiste sur cet aspect chronologique. À côté, vous avez ce type de projets qui sont faits par des architectes russes, et là, c'est le second concours de 1945. Puisque le concours de 1944 a été un peu une espèce de galop d'essai, a été considéré comme intéressant, mais pas assez élaboré, pas assez concluant. Donc, à nouveau, on a fait appel à des architectes qui n'ont strictement rien à voir avec l'Ukraine. Et en l'occurrence, Tchetcholine, je vais vous montrer un de ces gratte-ciel de Moscou donc, plus tard. Et Tchetcholine, c'est un peu le même profil que Vlasov, c'est-à-dire des origines très modestes, une formation dans les années 1920. Auprès, là en l'occurrence, d'Alexei Choussev, dont je citerai au moins le nom, puisque d'abord, c'est lui qui a fait le plan de reconstruction de Minsk en Biélorussie en 1944, avec d'autres collègues. Il a construit des églises avant la Révolution, il a été un des architectes de la famille impériale, et pourtant en 1918, il se met au service des communistes aussitôt, pour une raison très simple, il considère que les bolcheviks, même s'ils ont le couteau entre les dents, entre guillemets, pour reprendre cette affiche célèbre de cette période, les bolcheviks sont comme tout le monde, ils vont avoir besoin de bons professionnels. Choussev le comprend très bien, et donc il se met très vite au service des soviétiques, ce qui fait que c'est lui qui est chargé de la réalisation du mausolée de Lénine en 1924. On lui donne 6 heures pour dessiner le mausolée, la nuit même de la mort de Lénine. Il construit la première version en bois, genre les 3 jours suivant la mort du décès du leader. La deuxième version en bois, toujours au printemps de la même année. Et la troisième version en pierre en 1929. Donc Choussev est un architecte clé pour la culture stalinienne. Et Staline lui a fait comprendre aussi que sa position était assez fragile, puisqu'en 1937, il a démis de tous ses titres d'académicien, et il y a eu dans la presse un certain nombre d'articles qui l'accusaient d'être un petit bourgeois exploitant ses assistants. Choussev a compris la leçon et il a redoublé de flagornerie envers Staline et il a construit le bâtiment qui est aujourd'hui le siège du FSB, donc l'ancien KGB, l'ancien NKVD, donc le siège des services secrets, en s'inspirant de la Renaissance italienne. Bon, je ferme la parenthèse, toujours est-il que Tchetcholine est l'élève de cet homme, et Tchetcholine sera toujours considéré par ses enseignants comme un mauvais architecte, comme un très bon courtisan, mais un mauvais architecte, et ce qui fait que, et vous voyez d'ailleurs dans ce projet, puisque vous avez cette espèce de gigantesque escalier monumental avec les jardins qui s'inspire du temple de la fortune à Préneste, donc un temple antique, et pour lequel il existe un très beau dessin du XVIe siècle de Palladio. Il a essayé d'imaginer la structure pyramidale de l'ensemble. Et Tchetcholine, puisque c'est un architecte qui aura toujours un peu du mal avec la composition des masses, colle une espèce de théâtre au-dessus, et aussi une espèce de demi-colisée pour faire une colonnade monumentale qui entoure cette statue colossale de Lénine. Tout ça, d'un point de vue formel, est certes très intéressant, mais assez incohérent. Mais c'est typique de cette génération qui essaie de se construire avant tout par la courtisanerie. Alors Tatsi, justement, lui aussi, il participe à nouveau au concours de 1945. Vous voyez, il est tenace, hein. Il ne se laisse pas éliminer aussi facilement que Zabolotny. Il essaie de mettre en avant le fait que c'est un protégé de Khrouchtchev, qui certes est désormais à Moscou, mais suit toujours de près ce qui se passe en Ukraine. Et là, vous avez un projet vraiment colossal, donc de Palais du Peuple, donc un bâtiment qui est censé servir de lieu d'assemblée populaire. Donc, évidemment, c'est un prétexte, hein. L'Union soviétique n'est pas un régime démocratique, loin s'en faut, mais toujours est-il que ce genre de bâtiment, c'est toujours un prétexte idéologique. Mais notez l'échelle et notez la forme des bâtiments de l'avenue. Et le même Tatsi envisage dans ce projet de Panthéon des héros, où vous avez cette espèce de coulage entre des sources à l'antique pour le socle, et cette espèce de gigantesque cône au-dessus,
qui d'une certaine manière pourrait s'inspirer des édifices musulmans de l'Asie centrale soviétique, où il a été évacué pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un certain nombre de bâtiments issus par exemple de la dynastie Timuride, où vous avez ce type de structure. Donc là, c'est un exemple où vous avez cette espèce de côté encyclopédique de l'architecture stalinienne, je dirais pour le meilleur ou pour le pire, où vous avez des choses qui sont quand même assez surréalistes dans leur forme. Alors à côté, vous avez ce type de projet. Donc Sobolev, lui, est le russe typique, un peu la même génération. Et là, vous avez un projet qui, dans son aspect polychrome, reprend un peu le baroque ukrainien, mais avec une tour centrale qui, elle, s'inspire beaucoup du palais de l'Amirauté à Saint-Pétersbourg, donc œuvre fin 18e et début 19e siècle, et qui est donc un symbole de l'Empire russe, et qui, dans cette période de la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, devient un symbole patriotique pour une raison élémentaire. Stalingrad et Leningrad sont les deux villes qui ont le plus souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont devenues des villes héros de l'Union soviétique. Et donc, les monuments du néoclassicisme russe de cette période deviennent vraiment quelque chose qui est mis en avant pour des raisons patriotiques. Et là, en l'occurrence, ce type d'édifice est extrêmement net, mais là-dedans, il y a dire que les frontons qui, eux, s'inspirent du baroque ukrainien. Donc un petit élément dans un édifice qui est avant tout inspiré de sources russes. Ça aussi, c'est une autre manière d'effacer la culture locale. Et au final, c'est avant tout ce genre de choses qui seront réalisées. Là, ce n'est pas exactement les variantes définitives, mais en tout cas, on s'avance petit à petit vers les projets qui déterminent l'essentiel des solutions urbaines. Et ce qui a été choisi, c'est donc un urbanisme un peu de parade, mais avec des places communicantes. C'est-à-dire que les places sont conçues littéralement pour avoir des trouées perspectives et pour servir un peu de verrou de communication entre les différents espaces de la ville. Et pour ça, il faut aussi des monuments qui servent de repères visuels pour dynamiser le panorama urbain, d'où l'objectif de ce gratte-ciel. Donc à gauche, où fondamentalement le bâtiment qui sera un hôtel, je vais vous montrer les dessins ensuite, sert de repère pour montrer l'énergie de la Kiev d'après-guerre. Et ça s'inspire de ce genre de choses. Ça sera quasiment notre seule excursion entre guillemets à Moscou, puisque la même année, les architectes commencent à étudier les gratte-ciel staliniens de Moscou. Donc à gauche, le ministère des Affaires étrangères russe, le MID, dans son abréviation, avec une remarque très intéressante de Molotov, donc le ministre des Affaires étrangères de Staline, qui à ce moment-là a cette phrase absolument surréaliste. Il déclare à des représentants biélorusses, roumains, ukrainiens, polonais, que l'Union soviétique n'a pas de mépris envers les petits peuples. Les petits peuples. Notez la formule. C'est vraiment une antiphrase. D'un côté, on dit qu'on n'a pas de mépris, mais en même temps, on dit que ce sont des petits peuples. Ça veut dire que dans cette hiérarchie, les Russes sont sommés et les autres n'ont qu'un seul droit, c'est d'obéir à Moscou. Ça dit bien la logique, mais en même temps, c'est très 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 bizarre, puisque ce bâtiment, d'abord, il s'inspire largement des gratte-ciel américains des années 1920-1930. Déjà. Ensuite, c'est un bâtiment qui est encore relativement abstrait dans sa volumétrie. On est encore dans une logique art déco. On n'est pas dans quelque chose d'hyper historiciste. Mais tout de même, si on regarde bien les parties hautes des tours, vous avez cette espèce de gigantesque traîneau, des traîneaux qui font une dizaine de mètres de hauteur, soit dit en passant, pour vous donner l'échelle de la chose. Qui, en architecture, on appelle ça le traîneau polonais. Ça s'inspire vraiment des bâtiments de la Renaissance polonaise. Donc pour le ministère des Affaires étrangères soviétique, qui, soit dit en passant, le pacte Ribbentrop-Molotov, qui a donné lieu au partage Hitler et Staline de la Pologne, donc l'attaque de 1939, soit dit en passant,
ce ministère s'inspire des éléments de la culture polonaise que l'Union soviétique a essayé d'effacer de la carte, juste quelques années auparavant. C'est quand même extrêmement ambigu. Le dernier détail ambigu, c'est la flèche au sommet de la tour. Les architectes ne voulaient pas de cette flèche. Ils considéraient que le bâtiment devait être monolithique, une espèce de grande falaise monumentale, un peu abstraite, et que cette flèche, une flèche, ça rajouterait un côté historiciste assez vulgaire, de trop. Mais le seul commentaire de Staline lorsqu'il a vu le projet du bâtiment, il a fait « Où est la flèche ?» Les architectes ont bien compris le message, ils ont envoyé une lettre au Kremlin essayant de justifier leur point de vue en disant que le bâtiment sera bien meilleur sans la flèche. Staline n'a pas répondu à leur courrier. Et donc, ils ont été obligés de dessiner en 24 heures une flèche pour répondre visiblement à l'objectif pour le moins tacite de Staline. Et la flèche est construite entièrement en acier peint, imitation terracotta, parce que ça, c'est pas de la pierre, c'est de la terracotta, mais on va en parler un peu après, pour éviter d'alourdir la structure. Parce qu'évidemment, une flèche entièrement en acier est beaucoup moins lourde que si on a un revêtement en terracotta. Donc la terracotta, c'est de l'argile cuite à très haute température, comme le grès des poteries de cuisine. Donc en l'occurrence, uniquement en acier, ça évite de changer les points structurels de l'édifice, mais ça satisfait à l'ambition impériale de Staline. Vous voyez, les choses sont toujours un peu ambiguës. Et à droite, l'œuvre la plus connue de Tchetcholine, donc le gratte-ciel du quai des Chaudronniers, qui est un gratte-ciel donc pour l'habitation, qui est réservé avant tout au personnel du NKVD, donc les services spéciaux russes, ou aux savants, donc les physiciens, ou certains écrivains qui ont obtenu le prix Staline. D'une certaine manière, c'est très très bien, on a les officiers des services secrets et on a les meilleurs savants, on a les meilleurs écrivains qui vivent dans le même immeuble. Comme ça, c'est très facile à surveiller tout le monde. C'est parfaitement volontaire. Et c'est la logique qui est à l'œuvre. Et c'est cette même logique que Vlasov met en œuvre simultanément à Kiev. Et là, c'est une maquette presque définitive du centre-ville. En bas à droite, vous avez le Panthéon des héros qui sera finalement très modifié. Vous avez la place en bas qui fondamentalement deviendra ensuite la place du Maïdan que vous connaissez tous pour les événements de 2014 qui aboutit justement à chasser la marionnette pro-russe du pouvoir, et qui d'une certaine manière a été le début justement des ennuis de l'Ukraine, puisque évidemment, comme vous le savez, Poutine considère que l'Ukraine n'existe pas en tant que nation, et donc que les Ukrainiens aient eu l'audace de chasser sa marionnette, ça c'est quelque chose qu'il n'a jamais pu pardonner, et les événements d'aujourd'hui sont la triste conclusion de tout ça. Toujours est-il que cet espace, c'est l'espace principal de la ville, et comme vous voyez, il a été conçu pour, avec une majesté maximale, pour servir littéralement de lieu de représentation de l'ensemble de la communauté ukrainienne. Et notez les temples un peu à l'antique, en haut, qui sont un peu issus des projets d'Alabian et de Goltz, qui sont un peu modifiés mais repris tels quels, à peu de choses près. Alors Vlasov, le voici, au milieu, avec ses assistants qui, à l'époque, sont en début de trentaine, donc des architectes très très jeunes, pas expérimentés, qui sont des diplômés de l'Institut d'architecture de Kiev, donc une formation locale, mais qui vont servir littéralement de marionnettes locales pour Vlasov. Et Vlasov, sur lequel, juste ici, j'ai beaucoup médit, peut-être un peu méchamment, mais je voudrais souligner là encore à quel point les choses ne sont pas forcément univoques, puisque Vlasov, toute sa vie, sera un grand admirateur de Frank Lloyd Wright, alors qu'il pratique une architecture qui a des années-lumière on va dire de ce grand maître de l'architecture américaine. Il a rencontré à Moscou en 1937, puisque le premier congrès de l'Union des architectes à Moscou, cette année-là, a été littéralement un congrès de propagande où on a invité des architectes français comme Eugène Baudouin, donc un des maîtres de la modernité. Le Corbusier a décliné l'invitation. Perret a trouvé un prétexte pour ne pas y aller.
Mais attention, Le Corbusier et Perret ont accepté d'être nommés académiciens de l'Union soviétique. Donc d'une certaine manière, à l'autre constellation, mais Baudouin, lui, est venu au congrès de l'Union soviétique pour une raison très simple. À ce moment-là, il est chargé de la transformation de l'ancienne maison Idoumov en ambassade de France. Donc il a une raison pratique pour y aller et en même temps, il en profite pour faire la propagande de sa propre architecture. Wright vient et c'est l'invité d'honneur de l'Union soviétique, un invité assez encombrant puisque d'emblée il dit aux Russes que leur architecture est mauvaise, pas assez ambitieuse, pas assez organique, mais les soviétiques sont assez malins pour faire semblant de ne pas s'en offusquer et Vlasov et Alabion font partie de ceux qui sont envoyés par l'Union soviétique pour faire leur autocritique, dire oui, oui, nous allons faire une architecture plus organique, donc brosser Frank Wright dans le sens du poil, qui est un architecte qui a quand même un ego particulièrement surdimensionné. C'est toujours la faiblesse de beaucoup de gens, c'est la vanité. Et les soviétiques l'utilisent beaucoup. Tout ça pour dire que Vlasov visite les États-Unis en 1955 dans une logique très simple de l'espionnage industriel, une grande spécialité des Russes après-guerre, pour combler à leur propre lacune technologique. Et Vlasov est évidemment surveillé par les gens du NKVD, comme tous les architectes de la délégation, et il le sait très bien, sauf qu'il a l'expérience de ce système, il arrive à échapper à leur surveillance pendant tout un après-midi, il prend un taxi avec de l'argent emprunté à un des collègues américains pour aller visiter Wright. Ça sera la dernière fois de sa vie qu'il le voit. Et en même temps, c'est le début de la fin pour lui. Pour une raison très simple, c'est-à-dire que Wright, de manière assez naïve, publicise cette rencontre. Donc la presse l'apprend. Et la presse américaine se déchaîne en disant « Ah, c'est le premier architecte russe qui va faire défection ». Alors, soit dit en passant, rappelez-vous qu'en 1945, ça a été la course entre les Alliés pour avoir le maximum de savants, genre les physiciens, les biologistes, etc., allemands ou autres, pour participer à ce qui est déjà le début de la guerre froide. Dans le milieu architectural, vous n'avez pas de défection à ce moment-là. En fait, vous en aurez, mais à la fin des années 1980, beaucoup plus tard. Au milieu, ce sont les danseurs et les musiciens à partir des années 60-70. Mais dans le milieu architectural, en général, il n'est pas question de faire défection. Donc Vlasov se retrouve bien malgré lui au milieu de la tension médiatique, à tel point que lorsqu'il arrive en France au retour du paquebot, littéralement, les Français proposent l'asile politique à Vlasov, qui évidemment panique, se réfugie dans l'ambassade russe, et téléphone à son grand ami Khrouchtchev à Moscou pour lui dire « tout ça c'était une invention de la CIA, j'ai jamais voulu faire défection, je suis un fidèle sujet de l'Union soviétique, etc. » Il rentre à Moscou, il perd tous ses postes. Et il ne construira plus jamais jusqu'à sa mort en 1962. Donc voilà, juste ici j'étais assez méchant envers Vlasov, mais il faut restituer l'autre côté, c'est-à-dire que ces gens-là sont toujours otages du pouvoir. Ils en sont les complices, mais ils en sont aussi les otages. Et pour eux, l'addition peut être salée. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à souligner, parce que c'est le contexte dans lequel sont dessinées ce genre de choses. Parce que Dobrovolsky, qui signe cet édifice, n'est fondamentalement que la marionnette de Vlasov. Dobrovolsky serait fondamentalement plus l'architecte qui dessine, je dirais, les dessins techniques, qui suit le chantier, mais qui n'est pas le concepteur en tant que tel, puisque c'est Vlasov qui supervise le tout, puisque les dessins font la navette entre Kiev et Moscou, et c'est Vlasov qui donne l'imprimature. Donc là, les nombreuses variantes du projet, que vous allez le voir, fondamentalement, sont dues aussi au fait que c'est à Moscou que les choses se décident, pas à Kiev. Là, vous avez donc deux variantes qui vous montrent une difficulté à créer une silhouette pyramidale de manière assez satisfaisante. Et c'est révélateur aussi dans ce type de projet où la silhouette est beaucoup plus pyramidale, plus étagée. Et là, on voit l'apparition d'une flèche qui est à nouveau un peu du néo-baroque ukrainien. Donc quand même une légère concession au milieu local, mais quand même assez faible. Et voici
les projets qui sont dessinés au milieu des années 1950, au moment où la déstalinisation commence. Autre élément aussi qui est important, Vlasov, avant sa disgrâce de 1955, sert littéralement d'agent d'influence pour l'Union soviétique, puisqu'il fait partie des architectes que l'Union soviétique envoie à Berlin pour peser sur les projets de la Stalinallee à Berlin-Est, où Vlasov accuse ses collègues berlinois de faire une architecture passée allemande, ce qui est quand même extrêmement ironique, étant donné que l'Union soviétique vient littéralement de défaire l'autre totalitarisme, mais là encore c'est la logique stalinienne, il faut qu'il y ait des éléments nationaux dans l'architecture pour donner l'illusion qu'on respecte l'identité locale. Je dis bien l'illusion. Et là, ces projets de la déstalinisation sont particulièrement révélateurs de cette tension culturelle à l'arrière-plan, d'autant que là, on a des projets qui sont très certainement datés de décembre 1954, pour une raison extrêmement simple. Staline est donc mort en mars 1953. Khrouchtchev prend le pouvoir essentiellement en juin 1953 et il élimine définitivement Beria à ce moment-là, qui est jugé exécuté en décembre de la même année. Donc Khrouchtchev, la première année de son pouvoir, est assez prudent, mais en décembre 1954, il commence la déstalinisation, donc plus d'un an avant le rapport secret de 1956 où il dénonce les crimes de Staline dans un rapport censé être secret, mais évidemment que tout le monde lit très vite. Mais la déstalinisation commence en 1954 en accusant les architectes de gaspillage des ressources économiques de l'Union. Fondamentalement, les architectes servent de bouc émissaire au désordre économique de l'Union soviétique. Soit dit en passant, c'était relativement facile parce que vous avez vu les projets que je vous ai montrés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une architecture qui est assez ornementée, assez grandiloquente, et donc forcément, ce n'est pas une architecture économique. Donc se servir des architectes comme bouc émissaire, c'est hélas une mauvaise tradition dans un certain nombre de pays. Et là, en l'occurrence, c'était assez facile à mettre en œuvre. Et tout le problème de ce bâtiment, c'est d'arriver à trouver des solutions à peu près satisfaisantes. Parce que c'est littéralement la panique dans le milieu architectural. On se dit, ça y est, c'est une nouvelle purge qui recommence, donc il faut prévenir plutôt que guérir. Donc on essaie d'éliminer les trucs ornementaux, mais quand même de trouver quelque chose qui soit à peu près satisfaisant formellement. Et vous voyez, les différences montrent que fondamentalement, ils ne savent vraiment pas quoi faire. Là, c'est une coupe qui permet de bien montrer à quel point c'est vraiment quelque chose qui est dans la logique des gratte-ciel américains, avec un plan très efficace, très fonctionnel, avec des volumétries très simples, et une coupe qui montre une structure assez légère. On n'est pas dans un édifice assez lourd, c'est juste les façades qui sont lourdes. Et au final, ce qui sera réalisé, c'est ceci, deux vues du chantier, donc en 1954, au moment où ils sont en train de réviser le projet, parce que vous voyez, ils révisent le projet, que le bâtiment est déjà commencé. Et en 1956, où l'essentiel est mis en œuvre, la photo de 54 est intéressante parce que ce que vous voyez en bas, ce sont des éléments moulés en béton préfabriqué. Toujours cette tension entre des formes traditionnelles et une technologie moderne. Et au final, ce qui est réalisé, c'est ceci. Fondamentalement, un bâtiment particulièrement peu réussi, hein, il faut bien le dire, où cette panique de la déstalinisation a donné lieu à un bâtiment qui est particulièrement pâteau, où cette espèce de portique ouvert de la partie haute fonctionne un peu comme un étouffoir sur une tour qui, comme vous voyez, a quand même été conçue pour être avant tout verticale. Donc là, on est un bâtiment qui est un témoin direct des palinodies de l'architecture soviétique de l'époque. Alors revenons justement aux autres choses. Et là, la photo de chantier est à nouveau utile, puisque les colonnes donc, de la galerie haute donc, de ce conservatoire, vous voyez qu'elles sont réalisées en béton armé, donc une technologie moderne. Et à gauche, une vue récente du bâtiment, où vous voyez des colonnes qui sont en fait donc des piliers en béton, mais avec un enrobage donc en ciment enduit pour imiter la pierre. Et avec des formes parfaitement néoclassiques, issues de la culture russe du début du XIXe siècle. Et là aussi, je dois faire une autre parenthèse.
1812, Napoléon envahit la Russie et comme vous le savez, ça s'est mal fini pour nous. Incendie de Moscou, retraite de la Bérésina, etc. Donc, victoire de la Russie sur l'envahisseur. Moscou est entièrement reconstruit après l'incendie avec des formes néoclassiques. Et les historiens de l'art russe ont appelé ça style 1812. Autrement dit, style de la victoire. En 1945, exactement la même chose, on ressuscite le néoclassicisme russe, puisque c'est une autre manière de dire que quiconque va envahir la Russie va forcément avoir des mauvaises surprises et va forcément perdre à terme. C'est un style patriotique. C'est très 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 net. Le parallèle est évident. Et justement, dans la culture poutinienne, ça a été mis en œuvre récemment dans la station de métro Partpobieda, autrement dit en russe, Parc de la Victoire, où vous avez littéralement des décorations qui mettent en parallèle l'invasion napoléonienne et l'invasion nazie. Sous-entendu, vous pouvez toujours envahir la Russie, ça se finira toujours comme ça pour vous. Bon, ceci étant, souhaitons aux Ukrainiens un autre destin, puisque fondamentalement le contexte est différent, ça n'a strictement rien à voir. Mais là, en l'occurrence, d'une certaine manière, Poutine n'a pas compris sa propre histoire. Où fondamentalement, il a commis exactement la même erreur que les autres envahisseurs, c'est-à-dire de mal préparer son invasion et de croire que la victoire sera facile. Alors, dans les faits, ça va donner ce genre de choses. Et j'insisterai doublement sur les aspects esthétiques et technologiques. En bas, vous pouvez voir que c'est du granit rouge. Et en haut, c'est de la terracotta. La terracotta est fabriquée en usine. Donc tout ça, ce sont des matériaux qui sont donc préfabriqués et qui sont ensuite amenés sur le chantier. Et c'est une architecture littéralement de montage. C'est vraiment du décor de façade. Mais c'est industrialisé, et ça en l'occurrence c'est dû à Vlasov, puisque comme je vous le disais, c'était un admirateur de Frank Lloyd Wright, c'est un admirateur des gratte-ciels américains, comme vous avez pu voir les dessins, et en général, les gratte-ciels de New York sont construits essentiellement en terracotta pour une raison extrêmement simple. Les hivers à New York sont particulièrement durs, ce qui fait que des pierres assez légères comme les calcaires en général résistent très mal au gel. Ce qui fait que la terracotta a à peu près la même apparence que des calcaires donc, de couleur claire, mais par contre la terracotta est cuite entre 1200 et 2000 degrés et ça résiste très 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 bien au gel. Donc c'est beaucoup plus adapté à des hivers très rudes. Donc les gratte-ciels de New York ont choisi essentiellement ce genre de technologie parce que ça résiste bien au climat et en plus c'est économique et c'est facile à monter rapidement. C'est des choix logiques. Pour la Russie, pour l'Ukraine, ce sont des choix qui, là encore, sont particulièrement logiques. Et en même temps, comme c'est un matériau économique, de ce point de vue-là, c'est pratique. Le granit rouge, là, c'est une raison idéologique très nette. Le rouge, c'est la couleur du communisme. Donc, d'une certaine manière, ces édifices, d'emblée, ils annoncent la couleur. Alors là, ce sont des éléments décoratifs donc, de cette même arc, qui est donc un arc de liaison entre le trait de Chaptik et les avenues subsistantes du XIXe siècle derrière. Et là, vous avez quelques éléments qui s'inspirent un peu donc, des tissus folkloriques de l'Ukraine du XVIIIe et du XIXe siècle. Vous voyez, l'aspect ukrainien, c'est la portion congrue dans ce genre d'édifice. C'est juste un élément pour montrer un peu d'identité locale, mais pas trop. Et architecturalement, vous avez donc ce type d'édifice où toujours le granit dans le socle, là c'est du granit gris parce que c'est d'avenue secondaire, donc on met un matériau aussi d'une qualité, je dirais, moins marquée. Et c'est toujours de la terracotta, donc pour la facilité de montage. Et venons-en aux œuvres signées quand même directement par Vlasov avec Dobrovolsky, où là, fondamentalement, Vlasov a gardé la paternité de manière, je dirais, évidente. Là, c'est un groupe de 3 tours qui sont conçus littéralement pour créer un ensemble monumental cohérent et avec une logique très simple, des commerces donc, pour le rez-de-chaussée ou pour l'entresol et le reste des étages d'habitation. L'idée, c'est de créer un ensemble urbain donc, très net qui hiérarchise l'avenue, qui crée une espèce de repère monumental
mais la priorité est donnée à un logement à une échelle assez conséquente. Donc un détail, donc des beaux windows à l'anglo-saxonne, donc sur les angles de ces tours, donc un détail constructif à gauche avec les détails de montage des terracotta, et à droite ce beau window qui montre bien cet aspect très néo-baroque, donc des tours dessinées par Vlasov. Et ici une vue donc, du gratte-ciel central qui est relativement proche de la version de 1949, mais qui néanmoins a quand même simplifié les formes, avant tout pour des raisons économiques. Donc la réalisation est légèrement moins ambitieuse, mais néanmoins l'essentiel est accompli. Surtout l'objectif c'est que quand même la reconstruction soit assez rapide. Et là, en l'occurrence, il faut faire un léger parallèle avec le cas français, et on peut prendre un exemple très simple, c'est Rouen. La reconstruction de Rouen s'achève globalement en 1962. C'est tardif. Mais bon, nous, on a une circonstance atténuante. C'est-à-dire qu'il y a le problème de la propriété privée des sols. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reconstruit des immeubles sur un plan différent, etc., il faut faire des remembrements, il faut établir les dossiers de dédommagement de chacun des propriétaires, et il faut trouver un modus vivendi pour la répartition de chacun des espaces, soit commerciaux et d'habitation. Donc tout ça, ça demande énormément d'administratifs, ce qui fait que tous les historiens qui travaillent sur la reconstruction vous le diront, la France est un cauchemar absolument invraisemblable, parce que même pour des villes aussi modestes comme à la limite prenant Avranches, vous avez environ 60 cartons juste pour les dossiers de bâtiments d'habitation. Voilà, j'ai travaillé sur la reconstruction d'Avranches, ça devrait bientôt sortir d'ailleurs. Et lorsque j'ai débarqué là-bas, on m'a dit voilà, voici tous les trucs. Littéralement, je me suis dit comment je m'y prends, parce que fondamentalement, je ne vais pas ouvrir les 60 cartons, c'est absurde. Donc j'ai dû littéralement piocher pour avoir des éléments représentatifs. Là-bas, on a une situation extrêmement différente. Tout appartient à l'État. Il n'y a jamais de dédommagement des victimes de guerre. Donc fondamentalement, tout se fait de manière autoritaire, arbitraire. Donc il y a très peu vraiment de dossiers administratifs. Donc ça a été plus rapide de ce point de vue-là. Mais en même temps, autre problème majeur, l'Union soviétique a perdu plus de 20 millions d'hommes pendant la guerre. Donc quand même les sacrifices ont été gigantesques. Et forcément, c'est important dans la mémoire à la fois russe et ukrainienne, justement les sacrifices de la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle ça là-bas. Et aussi, le début de la guerre froide font que Staline a refusé les fonds du plan Marshall. Donc, le plan Marshall décidé par les Américains et qui ont permis justement à la France de pallier aux difficultés économiques de l'après-guerre et donc d'avoir une reconstruction certes assez lente pour des raisons administratives, mais quand même avec une certaine qualité technologique et pratique, dont justement notre ville est un exemple typique. L'Union soviétique n'a pas bénéficié de ces fonds. Plus 20 millions de morts, plus des villes détruites souvent genre à 81%, bon là c'est pas le cas pour Kiev, donc autrement dit, énormes difficultés pratiques, ce qui fait que les budgets ne sont pas là, les capacités technologiques ne sont pas là, la main-d'œuvre humaine n'est pas là, je vous dis 20 millions de morts, c'est loin d'être négligeable, mais ce ne sont pas les quelques milliers de prisonniers de guerre allemands qui vont permettre de pallier ça. Néanmoins, les prisonniers de guerre participeront à la construction de ces chantiers. D'ailleurs, juste à nos jours, dans toutes les villes de l'ex-Union soviétique, Ukraine comprise, vous avez souvent des noms de rues ou des noms de quartiers où on dit le quartier allemand. Parce qu'en fait, ce sont des prisonniers de guerre qui l'ont réalisé. C'est le cas de ces tours. Alors, autre élément où vous voyez les détails technologiques, c'est ce genre de choses. Là, on est dans le cas d'un architecte qui n'est pas un des assistants de Vlasov, mais qui est le même profil, formation dans les années 1930, pas d'expérience constructive, mais qui, comme vous voyez là, on est dans une logique où on cite plus ouvertement le baroque ukrainien, avec ces colonnes engagées et ces espèces de pignons ou ces espèces de petits obélisques qui, eux, s'inspirent vraiment directement de la culture ukrainienne. Mais c'est un élément très secondaire dans l'ensemble, mais qui, néanmoins,
permet quand même de signaler que c'est la capitale de l'Ukraine et non pas la capitale de Biélorussie ou du Tadjikistan ou de l'Ouzbékistan. Moi, par exemple, au tout début de l'épidémie, j'étais au Tadjikistan pour travailler sur ça. Et bon, là-bas, j'ai pu voir de l'architecture de style néo-tadjik. Donc vraiment, on reprend la culture musulmane et on la date dans une logique stalinienne. À Kiev, il y a quand même quelques éléments, mais je dirais que c'est cosmétique. C'est juste un prétexte. Et au niveau constructif, je vous montrerai ceci. Là, à gauche, un dessin de façade qui permet de comprendre globalement la logique de composition qui reste quand même assez sobre, assez efficace. Et à droite, des détails constructifs, des balcons et des appuis de fenêtres. Et tout ça, donc j'insiste lourdement, c'est usiné. C'est réalisé dans des moules dans les usines et c'est ensuite transporté sur le chantier et monté directement. Soit dit en passant, durée moyenne de construction de ce genre d'édifice, 2 mois. En France, pour les immeubles, par exemple, de la rue Alsace-Lorraine, c'était en moyenne 7 à 8 mois, pour un volume quasiment identique. Donc quand même, malgré les lacunes technologiques, malgré le manque de personnel, efficacité pratique qui est quand même loin d'être négligeable. Là, autre détail constructif, les socles en granit rouge, donc des édifices de Vlasov, avec ce côté très à l'antique, comme vous pouvez le voir. Là, on s'inspire de la Porta Maggiore de Rome, et à droite, un détail constructif de terracotta. Alors pour ceux qui connaissent Varsovie, le palais de la culture construit par Lev Rounev, l'architecte de l'université Lomonosov à Moscou, c'est exactement les mêmes choix. Et souvent quasiment le même type d'ornement. Ça, je ne le montre pas vraiment pour la qualité architecturale, mais pour faire une autre précision qui est quand même non négligeable, c'est l'importance de la parité au niveau des commandes, puisque en Union soviétique, vous avez environ un architecte sur 2 qui est une femme. À la même époque, en France, une femme architecte pour entre 200 et 300 architectes. Dès les années 1920, vous avez une très large féminisation du métier qui est vraiment importante et à ma grande surprise, lorsque j'ai travaillé sur la reconstruction de Varsovie en 2017, pareil, parution retardée par l'épidémie, j'ai eu la très grande surprise de voir que lorsque je regardais les listings des architectes de la reconstruction de Varsovie, c'est-à-dire que la moitié des architectes sont des femmes. À Varsovie, on a donné essentiellement les églises et les bâtiments d'habitation à reconstruire aux femmes architectes. Les hommes architectes se réservent les grands palais ou les bâtiments administratifs. En Union soviétique, c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire qu'en général, vous avez vu, je vous ai cité que des hommes architectes pour le moment, mais là, vous avez donc un architecte ukrainien, donc Vadim Latny, et donc sa collègue, donc femme, Zinaïda Kebnikova, qui se partagent la paternité de cet édifice qui lui est typique de cette espèce de néo-renaissance palladienne de la culture stalinienne. Donc là, c'est le genre de grandes commandes qui sont quand même loin d'être négligeables, mais qui ne sont pas les commandes de premier plan telles que celles que je vous ai montrées auparavant. Mais tout de même, c'est un des éléments qui est important à souligner lorsqu'on travaille sur ce type d'architecture, c'est de voir que fondamentalement, il y a une féminisation du métier qui est assez nette. Bon, je ne veux pas donner dans le politiquement correct à jouer genre je suis plus féministe que les féministes, mais néanmoins c'est quand même un fait historique qui est à souligner parce que juste il y a ces 10 dernières années, on ne s'intéressait pas à ces questions. Et on l'avait tort parce que si un architecte sur 2 est une femme, ça veut dire qu'on manque 50% de la production si on ne l'étudie pas. Donc c'est une erreur historique colossale. Bon, je reviens à Primac. La Poste de Kiev, autre type d'édifice particulièrement stratégique, puisque dans la culture stalinienne, parmi les édifices vraiment importants en volume, ce sont les postes centrales. Celle de Minsk est réalisée littéralement avec une espèce d'arc de triomphe central, avec un ordre colossal vraiment très inspiré de Palladio. Celle de Stalingrad a quasiment les mêmes formes que celle-ci. Et là, c'est toujours de la terracotta.
Et ici, vous avez un bâtiment qui est plus fonctionnel, puisque à part le porche et la loggia de l'entrée principale, pour le reste, c'est avant tout un bâtiment fonctionnaliste, où la façade reste extrêmement sobre, montre bien que c'est un équipement avec une visée fonctionnelle, mais qui est néanmoins essentiel, puisque évidemment, à l'époque, c'est avant tout la poste qui sert pour les communications. Et autre édifice que je vous montre, pas pour ses qualités artistiques, mais justement pour montrer que des femmes architectes ne se retrouvent pas uniquement avec des commandes de volume assez modestes et peuvent aussi signer quand même des équipements relativement conséquents. Bon, l'union des consommateurs, là je pourrais faire de l'humour noir, hein, puisque fondamentalement c'est une vaste plaisanterie en Union soviétique où la pénurie et le manque de produits d'approvisionnement courant étaient la règle plutôt que l'exception. Donc union des consommateurs, c'est exactement le genre d'édifice qui montre à quel point le régime jouait sur une image extérieure, jouer sur des institutions qui en vérité étaient vides de sens. Et ce type d'édifice incarne ce genre de choses. Bon, le Tchetchatik, c'est vraiment l'artère centrale de Kiev, et je vous montre au moins ces photos pour avoir un peu un aperçu de comment les édifices se répondent les uns les autres. La photo d'en haut, vous voyez très bien l'arc de communication entre les avenues que je vous ai montré précédemment. Vous voyez aussi la tour qui fait l'angle de la place de Maïdan à l'angle de ce même édifice. Et à gauche, un des édifices administratifs qui ferme l'avenue. Donc là aussi, ce sont des édifices qui sont conçus pour un urbanisme de parade, mais qui mélangent dans des fonctions domestiques, d'habitation, à des édifices administratifs. Donc on n'a pas le côté, je dirais, un quartier administratif d'un côté et l'habitation de l'autre. Non, au contraire, les fonctions sont mélangées pour avoir une ville efficace. Alors à côté, il faut voir quand même un minimum le destin des architectes vraiment installés à Kiev et de voir quel type de commandes ils obtiennent quand même malgré tout, en dehors du Tchetchatik, qui est certes vraiment l'élément essentiel de la reconstruction, mais pas que. Donc de Tatsi, je ne montrerai que ce bâtiment qui a été réalisé quasiment tel quel. Et c'est un bâtiment que je montre parce qu'il est typique des théâtres standardisés de l'époque stalinienne. Et je veux en parler au moins pour 2 mots parce que je pense que vous avez vu ce qui s'est passé au théâtre de Mariupol, donc bombardé par l'artillerie russe, alors qu'a priori il y avait essentiellement des femmes et des enfants dans le théâtre. C'était un théâtre standard. Et ça, les 3/4 des théâtres de la période stalinienne sont construits sur des plans types. Ce ne sont pas des bâtiments uniques. Ce sont des bâtiments qui sont étudiés par des instituts de projet soit à Moscou, soit dans les principales capitales de l'Union. Et leur objectif est très simple, c'est d'avoir des théâtres ou des cinémas les plus efficaces possibles, entre 300 et 1000 places. Et là, c'est un théâtre d'environ 500 places. Cinéma, pardon. Théâtre-cinéma, souvent, et c'est la même fonction en même temps. C'est donc un bâtiment de dimension médiane. Et là, en l'occurrence, Tatsi a fait un projet qui est quasiment la copie des projets de théâtre standardisés de cette période. J'insiste, ce sont des projets qui sont conçus en général à Moscou. Et là, Tatsi fait un projet qui reprend l'idée un peu du portique en forme de temple à la romaine, mais avec un néoclassicisme assez sobre. Et derrière, un foyer le plus vitré possible pour avoir un espace le plus agréable, le plus fonctionnel possible. Et derrière, une salle qui est conçue un peu comme cet auditorium avec une porte douce, ou dans le meilleur des cas, pour les plus grands théâtres, avec le format donc, des théâtres à l'italienne, avec les balcons et les loges. Donc des formes très traditionnelles, issues du 19e siècle, mais qui sont standardisées. Et vous avez des cahiers de projets où fondamentalement vous avez tout qui est calculé, c'est-à-dire la dimension du bâtiment, le nombre de matériaux nécessaires, le nombre d'heures de travail, le nombre d'ouvriers nécessaires pour ce type de projet. Donc c'est une architecture qui peut vous paraître réactionnaire, mais qui en fait est étudiée jusqu'au moins de détails
pour être réalisé le plus vite possible et avec un budget minimal. Donc c'est une architecture qui est certes anachronique stylistiquement, mais qui est très efficace d'un point de vue technologique et constructif. Donc il faut toujours avoir conscience de ça. Et j'ai beaucoup de mes collègues qui me disaient « mais pourquoi tu étudies ces choses horribles, c'est réactionnaire, c'est ridicule, ça n'a aucun intérêt, etc. » Sauf que moi, je fais partie de ces historiens qui partent du principe qu'il faut regarder les édifices de manière impartiale. J'admire beaucoup les œuvres de Le Corbusier ou de Mies van der Rohe, qui sont évidemment des très grands architectes modernes du XXe siècle. Mais à côté, si on ne regarde pas ces choses-là avec un minimum d'impartialité, on passe à côté de choses extrêmement intéressantes. Parce que tout ça, ces immeubles que je vous montre, ça, vous verrez ça dans toute l'Union soviétique, y compris aussi en Roumanie, en Pologne, dans toute bloc de l'Est, voire même aussi en Yougoslavie, parce que les Russes ont exporté ce genre de modèle. En haut à gauche, donc, et en bas, ce sont donc, en bas les dessins et en haut la réalisation. C'est des types de dessins étudiés par Dobrovolsky. Et à droite, un architecte ukrainien qui s'est formé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est très peu connu, mais qui en haut a réalisé un bâtiment qui est donc une cantine collective, donc en russe Stolovaya. Donc pensez à la période où nous sommes tous allés à la cantine du collège, du lycée, bah c'est ça. C'est ce genre d'édifice, c'est une espèce de restaurant, mais qui est dédié uniquement à l'usine locale et qui est placé sur un emplacement stratégique à la sortie d'une ville pour faire de la restauration rapide. Bon, j'oserais pas quand même l'anachronisme du fast-food, mais presque, c'est le fast-food version russe. Et vous voyez le soin particulièrement détaillé qui est donné à ce type d'édifice, qui est entièrement conçu en terracotta, et avec des charpentes assez fines, assez élégantes, qui, elles, s'inspirent vraiment de la culture ukrainienne. Là, on a un cas où, pour des édifices très modestes, la culture ukrainienne reste quand même visible. Et c'est le genre d'édifices qui sont le plus menacés. Aujourd'hui, d'abord, il y avait déjà le problème, par exemple, de la spéculation immobilière, le problème du changement d'époque, puisque désormais nous sommes dans un pays qui n'est plus communiste, puisque l'Union s'est effondrée il y a désormais presque 30 ans. Aussi, ce sont des édifices assez fragiles, qui sont mal reconnus patrimonialement et qui sont légers d'un point de vue constructif. Donc évidemment, ce genre de bâtiments, avec les bombardements russes actuels, ce sont les premiers ciblés parce que assez souvent, ce sont les bâtiments qui servent un peu de parade sur les grandes avenues. Donc ce sont malheureusement des cibles. Alors à côté, il y a ce genre de choses qui sont, entre guillemets, légèrement hors sujet, puisque ce n'est pas de la reconstruction, mais je tiens quand même à les montrer, puisque c'est toujours Primac qui a dessiné ces projets. Et là, j'insisterai vraiment sur l'aspect des tuiles vernissées, des pignons néo-baroques, et de cet aspect très ornementé qui est vraiment inspiré de la culture ukrainienne. Donc la Primac continue ce qu'il fait sur le trait tchatique, mais de manière plus évidente, plus ostensible, pour ce centre des expositions nationales, qui est littéralement une espèce de copie miniature de celui de Moscou, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été en partie détruit et reconstruit sous prétexte, entre guillemets, de sabotage, parfaitement imaginaire, bien sûr. Et là, en l'occurrence, ces projets n'ont pas été réalisés parce que, justement, à Moscou, on a considéré que ces projets étaient trop ukrainiens. Et donc, que c'était inacceptable et que c'était une déviation nationaliste. Donc là, Primac a essayé de pousser le curseur plus loin, mais il est tombé sur un os et son architecture a été refusée justement parce que l'affirmation nationale était considérée comme trop forte. Et le malheureux Zabolotny dont je vous parlais, que le concours avait eu des effets plutôt désastreux sur sa carrière, il a essayé de revenir au premier plan à ce moment-là. Et je vous montre un dessin en perspective qui donne à peu près un aperçu donc, de ce parc des expositions qui est vraiment à peine le 10e de celui de Moscou hein, en échelle, hein, pour comparaison. Et à droite, je vous montre un détail pour le pavillon central et je le montre à cause de sa structure hyperboloïde en fer qui s'inspire des tours de l'ingénieur Vladimir Choukov qui a développé ce genre de structure extrêmement légère, extrêmement rapide à monter au début du XXe siècle. Et si vous connaissez Moscou, pensez à la tour de radio Chabolovskaya,
qui est finalement un peu l'espèce de tour Eiffel de Moscou, mais qui est peu visible pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Moscou. Et là, il y a vraiment l'idée de créer un équivalent pour signifier l'efficacité technologique de l'URSS, qui reste vraiment prégnante. Et en bas, vous avez le socle du pavillon, qui est lui aussi dans une tonalité très néo-baroque ukrainien. Et là encore, le genre de projet qui a été refusé parce que trop ukrainien. Et au final, ce qui a été construit, c'est ça. Architecte ukrainien, certes, mais qui, comme vous voyez, fait du néoclassicisme à la russe, vraiment inspiré des œuvres de Saint-Pétersbourg au début du 19e siècle, avec ce côté un peu quand même colonnade incurvée, un peu néo-baroque, mais le reste un néoclassicisme très sobre, très élégant. Et là, pensez vraiment à des repères de Tolstoï. L'ambiance des balles des Rostopchine et autres, c'est dans ce genre d'édifice. Là, l'idée du style 1812, elle est là. 1812, mais version 1945. C'est vraiment parfaitement évident, d'autant qu'en vérité, ça s'inspire de ça. Le fameux VDNK de Moscou, le voici, fait par un architecte qui se trouve être le fils d'un des plus grands professeurs de l'Institut d'architecture de Moscou pendant les années 1930 et qui lui-même s'est formé au début du XXe siècle à Saint-Pétersbourg. Donc il avait une filiation académique qui est très très nette et qui là en l'occurrence crée vraiment une scénographie urbaine pour glorifier l'Union soviétique triomphante, qui est vraiment le grand vainqueur donc, de la Seconde Guerre mondiale, et surtout à cette époque où la guerre froide est en train d'enfler, et littéralement l'affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique devient quelque chose de plus en plus significatif idéologiquement. Donc ce genre d'édifice, c'est aussi une manière de dire que malgré les difficultés économiques, l'Union soviétique veut signifier sa victoire de manière éclatante. Et justement, dans le même parc à Moscou, Tatsi a fait la 3e version de son pavillon ukrainien, 3e, où c'est littéralement un emballage de la structure préexistante qui à l'origine était en bois. Et là, c'est un édifice qui est en terracotta, comme les bâtiments de Kiev, alors que le bâtiment précédent que je vous montrais est en béton armé et en briques enduites, donc technologiquement beaucoup plus résistant. Là, le pavillon ukrainien, c'est avant tout une structure donc, de bois et d'acier, ensuite enrobée de terracotta. Et notez l'espèce de corne d'abondance sur le sommet de la rotonde centrale. Vraiment, la logique, c'est de signifier un peu l'Ukraine comme grenier à blé de l'Union soviétique. Et là encore, c'est quelque chose de particulièrement sinistre, si on les réfléchit bien. Revenons-en à l'Holodomor, où justement, le fait que les récoltes ont été confisquées par Staline, en partie pour les exporter, pour financer la planification lourde de l'Union soviétique, et donc provoquer cette famine monstrueuse. Donc là, le côté on glorifie l'Ukraine comme grenier à blé de l'Union soviétique, alors que c'est un bâtiment qui, d'une certaine manière, efface le souvenir de 3 millions de morts. Donc idéologiquement, allez, osons le mot, c'est répugnant. C'est répugnant. Mais Tatsi joue le jeu qu'on lui demande et il réalise un édifice qui vante l'Ukraine comme grenier à blé, avec ce côté encore très néo-baroque, qui est presque juste à l'absurde. Alors, au final, la reconstruction, ça va se solder un peu ce genre de choses. Là, j'insistais un peu lourdement sur l'aspect, genre, il faut signifier la victoire. Et au moment où la reconstruction est quasiment terminée, justement, c'est le moment pour le signifier et réaliser ces programmes qui n'étaient pas essentiels, puisque ça, c'est avant tout la commémoration. À partir du moment où l'essentiel de centre-ville est reconstruit et peut à nouveau fonctionner, on peut penser à des aspects idéologiques importants, mais qui n'étaient pas stratégiques, juste ici. Donc Zabolotny, à nouveau, essaye de se refaire une place au soleil, avec ce pont qui est conçu comme une espèce d'arc de triomphe, mais ça, c'est un projet très intéressant parce que c'est un arc de triomphe, mais en même temps, il sert de pont. Donc, ce n'est pas un bâtiment totalement absurde.
Vraiment, on s'inspire un peu des ponts du début du XXe siècle, où il y a un côté, certes c'est un équipement, c'est une infrastructure, mais en même temps il y a des éléments qui montrent bien la grandeur du pays en question, on fait des tours néogothiques, etc. Donc ça, on l'a eu en Russie, on l'a eu en Allemagne, etc. Donc là, on reprend cette logique. Mais c'est un bâtiment qui est encore assez logique, mais on ne peut pas en dire autant de ça, puisque c'est pour le même programme, c'est le même concours, et là, c'est un Arc de Triomphe pur jus. Il n'y a même pas le prétexte de s'en servir comme pont. Là, je mets aussi ce projet pour souligner là aussi les origines de l'architecte, puisque vous voyez bien qu'il a un nom visiblement d'origine germanique. Et il a fait partie de ceux qui, justement, n'ont pas vraiment réussi à reconstituer leur carrière après la Seconde Guerre mondiale, justement du fait de ses origines germaniques. Ça, c'est un très jeune architecte, qui n'est pas comme Dulles, qui bénéficiait d'une carrière déjà de plus de 20 ans, donc une certaine installation. Là, c'est un architecte où le nom germanique ne lui a pas permis vraiment de s'installer professionnellement, puisque, évidemment, une certaine détestation de l'ancien occupant est toujours là. 1954, 10 ans après la libération, forcément, c'est proche. Et pour toujours le même projet, toujours cette idée d'Arc de Triomphe, mais ici quand même beaucoup plus sobre. Et regardez les groupes statuaires sur le côté avec les prolétaires qui brandissent des épis de blé gigantesques. Toujours la logique du grenier blé de l'Ukraine. Et cet Arc de Triomphe assez néoclassique. Et là, en l'occurrence, je montre ce projet pas particulièrement parce qu'il est intéressant formellement, mais parce que là, on a le cas d'un architecte qui a réussi à fuir l'Ukraine au moment où les nazis l'ont pris, pour une raison extrêmement simple, puisque là, on a un architecte qui est d'origine juive, et qui, s'il n'avait pas pu échapper à l'occupation, il aurait très certainement fini à Babillard, parmi ses co-religionnaires. Donc là, en l'occurrence, Van Stein fait partie de ceux qui sont les petites mains de la reconstruction de l'après-guerre, aussi pour une raison qui est particulièrement sinistre, parce qu'en 1948, Staline lance, je dirais, la campagne anti-cosmopolite, c'est-à-dire la chasse contre les juifs. Donc les médecins, les architectes, etc., sont chassés de leur métier parce qu'ils sont juifs. Donc, vous voyez, l'antisémitisme, c'est une belle saleté dont il est vraiment difficile de se débarrasser. Et du côté des architectes, vous avez aussi un certain nombre de professionnels qui ont dû littéralement arrêter tous leurs chantiers parce qu'ils ont été limogés. Et leurs projets ont été terminés par d'autres architectes qui, eux, étaient des Russes ethniquement purs, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, puisque c'est une expression atroce, et vous imaginez bien que ce n'est pas ma vision des choses, mais toujours est-il que c'est ça, la réalité de l'Union soviétique de cette époque, c'est-à-dire que vous avez toujours un antisémitisme d'État. Et évidemment, c'est le genre de choses qui font que ce malheureux Van Stein n'aura jamais de grande commande à cette période. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est beaucoup plus tardif. Une femme architecte, soit dit en passant, en plus, elle s'appelle Shevchenko, donc pensez au grand écrivain, qui est vraiment un des symboles de la culture ukrainienne. Bon, soit dit en passant, aucun rapport, hein, c'est juste un homonyme. Mais je montre ce projet parce qu'il est du milieu des années 1970, donc plus de 20 ans après la fin de la reconstruction. Et ça, c'est un projet qui est très intéressant parce qu'en vérité, l'idée phare de ce projet, c'est de construire une nouvelle place aux apparences historiques sur le Maïdan. C'est-à-dire on garde les bâtiments staliniens qui sont tout autour, mais au centre, on reconstitue les bâtiments historiques de Kiev qui ont disparu bien avant la Seconde Guerre mondiale, bien avant aussi les destructions des églises dans les années 1930. L'idée, c'est de reconstituer une Ukraine qui a disparu depuis au moins le début du XIXe siècle. Au centre, vous avez ce marché. En haut, le bâtiment avec la tour, c'est un bâtiment municipal. À droite, on voit les fondations d'une des églises du XIe, XIIe siècle, donc qui a disparu depuis la Renaissance. Donc l'idée, c'est de reconstituer au moins les fondations. Et à gauche, vous avez une église de la même période qui est, elle, entièrement réinventée.
soit dit en passant, c'est exactement le genre de choses que l'Union soviétique fera dans les années 1980, c'est-à-dire reconstituer des églises en Ukraine qui ont disparu depuis longtemps pour des raisons archéologiques et touristiques. Il y a vraiment l'autre côté, ce patrimoine a disparu depuis longtemps, mais nous le reconstituons parce que, tout simplement, nous avons assez d'éléments pour imaginer globalement ce que ça donne, et aussi parce que ça va attirer le tourisme. Là, je montre aussi ce projet pour une raison très simple. C'est un projet qui a une dimension nationale très forte, où vous avez une très jeune architecte qui considère que le centre de la ville stalinienne doit être en partie, je dirais, pas effacé, puisqu'il subsiste par derrière cet ensemble néo-historique, mais en tout cas, il doit être minoré dans l'espace urbain pour au moins reconstituer ce qui était le passé de la vraie Ukraine, et non pas de l'Ukraine stalinienne. Donc ça, c'est un projet qui est assez revendicatif, bien sûr, mais qui est aussi significatif du début de l'effondrement de l'Union soviétique. Là, on est au beau milieu de la stagnation brejnevienne, on est au moment où les choses commencent vraiment à devenir, pour le moins, acrobatiques pour une économie qui s'essouffle de plus en plus. On est aussi à un régime qui, désormais, n'a plus qu'à la bouche la grande guerre patriotique comme mythe collectif pour fédérer la population autour du régime. Et on fédère la population autour de la grande guerre patriotique pour une raison extrêmement simple. Tout le reste est un échec, quasiment. Plus personne ne croit au billets de la propagande comme quoi le socialisme réel va être réalisé au début des années 1980. Alors évidemment, au Kremlin, on continue à faire tout de réalité, on continue à faire des discours pendant des heures en disant qu'on s'approche du communisme réel, mais ils savent très bien que c'est une fiction, qu'on ne va pas le réaliser. Donc il ne reste plus qu'une seule chose pour fédérer la population autour d'un régime qui se sait dans une position difficile, c'est la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire la chose autour de laquelle les Russes se sentent le plus partagés dans leur mémoire. Et en particulier les républiques comme l'Ukraine, la Biélorussie et autres, qui ont pris de plein fouet le second conflit mondial et pour qui c'est une chose importante. Donc l'Union soviétique met en avant la Grande Guerre patriotique comme vraiment élément fédérateur, puisque tout le reste, plus personne n'y croit. Et c'est exactement le genre de choses qui font que l'Union soviétique va exploser en 1991. Parce que désormais, les républiques ne veulent plus croire, je dirais, au bouga-bouga des idéologues du Kremlin, et que désormais, il est temps de passer aux actes, et que le mythe de la Grande Guerre patriotique ne suffit plus à fédérer la population. Donc ce genre de choses, ce sont les prémices vraiment de la volonté de reconstituer une identité nationale en dehors de Moscou. Et c'est exactement le genre de choses que justement des gens comme Poutine, qui sont vraiment des gens formés mentalement dans les années 1970-1980, ne veulent pas accepter. Et c'est aussi la raison pour laquelle, depuis le milieu de la décennie 2010, Poutine a remis en avant la Grande Guerre patriotique comme récit fédérateur. Parce que eux aussi, ils savent que fondamentalement, ils ont échoué sur beaucoup de points de vue économiques, sociétal, etc. Et que fondamentalement, ils n'ont plus rien à proposer à leur propre peuple. Et il y a un peu trop de gens qui commencent à s'en rendre compte. Et moi, je finirai sur quelque chose de très, très, très simple. La plupart des gens que je connais en Russie, avec qui j'ai travaillé dans les musées ou les administrations municipales, au moins la moitié se sont prononcés contre la guerre au moment de l'attaque du 24 février et dans les jours à venir. Ils ont tous été licenciés dans les 3 jours. Tous. Certains sont aujourd'hui menacés de prison. Donc c'est comme ça que ce genre de régime réagit, parce que fondamentalement, ils n'ont plus que ça à proposer à leur peuple. Et ça, c'est une autre tragédie. Il y a la tragédie de l'Ukraine qui a attaqué pour des motifs parfaitement fallacieux, et il y a aussi la tragédie du peuple russe qui est la victime d'un pouvoir qui n'a plus rien à proposer à sa population. Et je ne suis pas un militant, je suis un historien, mais toujours est-il que personnellement, j'ai forcément de la sympathie pour les deux peuples. Les Ukrainiens d'abord parce qu'ils sont victimes de cette situation, et aussi les Russes parce que fondamentalement, ça fait 2 décennies qu'ils subissent un pouvoir
qui enrichit des oligarques qui se sont construits sur le dépeçage de l'Union soviétique et qui n'offre rien en retour à sa propre population. Et ben voilà, c'est triste. Je vous remercie.